Bonjour tout le monde. Welcome back to French in Plain Sight. I'm really excited because today I'm introducing you to my friend and fellow French teacher, Marion. I'm going to let her introduce herself in a second, but I just wanted to say that we're going to do this little interview half and half, or moitié-moitié, in English and in French. So follow along with the subtitles in both languages as and when you need them. So welcome Marion. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je te laisse présenter en anglais peut-être. C'est peut-être mieux pour mon audience pour te faire connaissance. Parfait. Well, hi everybody. My name is Marion. I'm from France. I moved to Canada 10 years ago, and I lived to Montreal for 6 years. And then I started studying in Montreal and starting teaching French in 2012, I think. And now I teach French to a lot of students, like kids, adults, people that need to pass a test like the TIFAC, the TILET, the TCF, the DELF, etc. So I love it. I love teaching French. So I want to talk to you a bit about things that other students say and do, and like the errors that they make, and perhaps you can help us out with those. So je vais te poser une question en français pour changer, pour passer en français. Et, à ton avis, quelles erreurs sont acceptables et lesquelles paraissent dures aux oreilles ou sont dures à entendre aux oreilles des francophones? Par exemple, la difficulté avec le genre des mots, le féminin, masculin. Qu'est-ce que tu dirais? Oui, c'est vraiment une bonne question. Le féminin et le masculin, c'est vraiment pas un problème. Si vous dites un table au lieu de une table, ça va pas changer grand-chose. Ok, la compréhension, elle va toujours être correcte. C'est pas un problème, non. Ouais. Ok, le féminin, masculin, il n'y a pas de problème. Il faut pas qu'on s'inquiète beaucoup pour ça. Non. Mais par rapport à autre chose, quelles sont les erreurs plus graves? Oui, les erreurs plus graves, moi je dirais par exemple votre prononciation entre le U, la lettre U, et O-U. Ah ouais. Ça, c'est un peu un problème, on dirait. Mais j'ai une petite astuce pour ça. Pour le U, ce que vous pouvez faire, si vous êtes anglophone en tout cas, et que vous savez prononcer les deux I, comme dans sheep, like heel, vous commencez avec le son I, et vous allez bouger vos lèvres vers l'avant. Donc ça va faire la I-U, U. Vous avez le U. Ah ouais. Ça marche. Mm. Donc ça, c'est facile. Si vous avez ça, essayez de pratiquer plus, ok, évidemment. Mais c'est vrai que c'est un peu un problème, surtout si vous dites par exemple dessus et dessous, ok. Si vous confondez les deux, ça peut rendre la compréhension un peu difficile. Ou par exemple, j'ai mal au cou, j'ai mal au cul. Et ça, c'est un peu un problème, right? Ouais. Est-ce que tu as eu des situations comme ça, Alex, où il y avait un problème de compréhension sur ta prononciation? Moi, j'ai un peu la chance. On a tous un certain niveau de talent à la base. Moi, je suis assez fort en accent, je trouve. Et donc, même au début, j'ai jamais eu des problèmes comme ça. Mais c'est vrai que le U, c'est plus naturel pour nous. Mais tu vois, nous, le OU, le son de OU, c'est vraiment pas facile pour nous, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai que ça peut être un peu marrant si les anglophones disent beaucoup, par exemple, ou mal au cul, bien sûr. Mais est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire cul, en fait, parce que peut-être certains de mon audience ne connaissent pas ce mot. Well, le cul, c'est juste les fesses, ok? It's like the ass. Ah oui, donc, bien sûr, on est tous adultes ici, j'espère. Mais oui, c'est vrai. Donc, si on dit beau cul, ça veut dire en fait que quelqu'un a un beau cul, a des beaux fesses, has a beautiful ass.
Donc, Yeah. c'est vraiment marrant si quelqu'un fait cette erreur. Oui. Oui, fais attention, c'est belle fesse, c'est féminin. Belle fesse. OK. Merci. On apprend tous les jours, tout le monde. C'est pas, je suis pas encore expert. Euh, et, et par rapport à ça, en fait, j'ai déjà fait une vidéo dessus Ok. et une autre sur le dessus juste Oui, il y a quelques semaines. Donc, je l'ai vu. allez regarder ça si vous n'avez pas encore regardé. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes dont on doit parler? Les prépositions, moi j'entends souvent mes étudiants qui me disent oh ça c'est difficile, les prépositions c'est à, de, pour, avec, sans, les choses comme ça. Ça c'est pas un problème, ok? Si vous dites je commence à faire quelque chose et vous dites je commence de faire quelque chose, si vous vous trompez dans la préposition, c'est pas vraiment un problème, ok? On va quand même vous comprendre. Après il faut faire attention à certains verbes comme chercher pour ou demander pour. J'ai beaucoup d'étudiants qui vont mettre un pour après ces verbes, alors qu'il n'y a pas de préposition. Okay? Ou aimer, par exemple. C'est vrai qu'en anglais, on va dire I like to do something. Donc, les anglophones ont tendance à ajouter une préposition, souvent deux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup d'étudiants qui me disent j'aimerais de partir en vacances. Non, ok? C'est vraiment juste le verbe et donc le verbe aimer et ensuite votre autre verbe. Ok? Donc, faites attention à ça. Right? Ouais. Et faites aussi attention donc, pour chercher et demander, c'est seulement je cherche mes clés. Okay? Je demande où se trouvent les toilettes ou quelque chose comme ça. Okay? Donc il n'y a pas de pour, faites attention. Par contre, pour est vraiment utilisé en français. Okay? Mais il est utilisé pour le but. Donc si vous dites je vais au cinéma pour voir un film, okay? Là vous devez utiliser pour. Ou je vais à la bibliothèque pour emprunter un livre. Vous devez aussi utiliser pour aussi. Okay? Faites attention. Mais utilisez pour plus souvent, parce qu'il n'est pas assez utilisé, je trouve, par mes étudiants. Okay, let's move on to English for this next question. So I want to know, and I think others watching this will be really interested to know. So because we get very sensitive about whether French people know that we're foreigners, you know. And so I want to know if you could pick one or two things that we could do to sound more French in our daily conversation. What is it that gives us away to French people, apart from our accents, even if we try very hard? Yeah, that's a good question. I would say just try to shorten your sentences, and you have many ways to do it. One way to do it is with on. Okay, try to use on instead of nous. And I think, Alex, you have a video on this, right? Yeah. It's my number one tip. Yeah. Yeah, this is a good video, right? Because on, your conjugation of the verb will always be shorter. Like if you look at finir, it's like nous finissons, on finit, right? Faire would be nous faisons, on fait. Avoir, nous avons, on a. So you see they're always shorter when you use on. And we tend to use it so many times in French. So try that. The other thing I would say is to try to avoid the ne in the negation. Of course, it's better if you use ne, your French will be better French, but to get rid of the ne is better, okay? Like if you say, je ne veux pas aller au cinéma, and you drop the ne, it will go like, je veux pas aller au cinéma. And it sounds like more natural, okay? So it's not just that French is speaking so fast that we can't hear the ne, they do actually drop it. Yeah, exactly. Okay, so don't bother with the ne, okay? And the last one, maybe you can, if your French is like better or like more advanced, I would say, maybe instead of saying tu, you can just say te apostrophe. So like instead of saying tu es en retard, you would just say t'es en retard, okay? Tu as de l'argent, you would just say t'as de l'argent. You see, so yeah. That sounds more natural. So try to shorten your sentences. I think is a good advice to sound a bit more natural. That's great because people learning French, I mean, I can only speak for really the English-speaking community. We're always complaining that French makes sentences longer and is hard, you know. But here's like 3 tips just to give us less work to do. So you know, it's all fantastic tips right there. Yeah.
So next I wanted to talk to you about something that we both have in common, and that is an enthusiasm for SMART goals. Well, SMART goals and goal setting in language learning in general. I find that they're really useful when you've got past that beginner stage and everything is interesting, everything is new and fun, and you start to hit a bit of a plateau. And I know that you are an advocate of SMART goals as well. Could you tell us what SMART goals stand for? What are they, and why are you a fan of them? Yeah, so I love SMART goals. I think they're very important, especially when you learn French. SMART goals are just an acronym, and each letter means something. So, for example, the S is specific. So, define your goal. That's it. Okay. And then you have the M for measurable. Can you track your progress and see where you're at? Then you have the A, which is attainable. Like, what action would you put in place to achieve this goal? Then you have the R for realistic. Like, can you realistically accomplish the goal? And finally, the T is for timely. Like, when exactly do you want to accomplish it? That's for the SMART goal. Yeah, those are very important. Yeah, no, I totally agree. I mean, I've used them myself, and they're so useful for all sorts of things in life, especially just the tracking of progress, which becomes difficult when you're intermediate and above. And for sure, giving yourself a deadline makes you really accountable and keeps you disciplined all the way through. I think they're fantastic. Et du coup, avoir un but qui est par exemple de réussir à un examen peut-être est un très bon but. Je pense que j'ai utilisé la méthode de SMART Goals pour réussir le DELF B2 il y a 3 ans, je pense. Mais toi, tu as un nouveau cours pour préparer les élèves à passer le TEFAC, c'est ça? Et donc, ça peut être très bonne utilisation de la technique de SMART Goals. Mais c'est quoi le TEFAC et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, alors le TEFAC, c'est très simple, c'est juste le TEF, le test TEF qui est adapté au Québec. Donc en fait, vous allez faire seulement 2 épreuves sur 4. Donc, par exemple, vous allez avoir la compréhension orale et l'expression orale. Ça, c'est les 2 épreuves que vous allez avoir. Et en général, le TEFAC, c'est pour l'immigration canadienne et québécoise. Et donc, on va vous demander un niveau B2. C'est ça, le TEFAC. Et donc, si on peut appliquer les SMART Goals pour le TEFAC, donc ça serait, si on commence avec le specific, ça serait juste de passer le TEFAC avec un niveau B2, par exemple. Okay? Le deuxième, qui est measurable, ça serait juste pour voir vos progrès. Vous allez, par exemple, passer un TEFAC blanc, comme on appelle ça, c'est simple, peut-être après 2 mois et voir si vous avez progressé. Pour ce qui est attainable, vous allez, par exemple, étudier le français tous les jours pendant 20 minutes, ou vous allez regarder des films français chaque semaine. Okay. Ensuite, pour realistic, vous devez voir si votre but est réaliste. C'est-à-dire, passer le TEFAC, oui, ça c'est réaliste, mais si vous avez étudié le français pendant 6 mois, sinon ça ne va pas être réaliste. Et finalement, timely, ça va être par exemple passer le TEFAC avec un niveau B2, mais en 6 mois. Donc ça va vous rendre le but vraiment réaliste et aussi timely. Ah ouais, non, c'est très bien. Et c'est pas un exemple d'un but qui n'est pas du tout réaliste. Par exemple, c'est de devenir président de la République de la France en 6 mois. Ça, c'est vraiment pas réaliste. Donc, il faut savoir exactement ce que tu peux atteindre pendant la période du but. C'est sûr. Et comme je disais un peu tout à l'heure, tu as un nouveau cours en ligne sur le thème du TEFAC. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus
de quoi ça parle? Oui, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, j'ai un nouveau cours en ligne sur le TEFAK. Donc, c'est un cours pour préparer les étudiants ou les personnes qui veulent passer le test et obtenir le niveau B2. Donc, vous pouvez retrouver le cours sur udemy.com et le lien est aussi dans ma bio Instagram. Vous savez tout sur mon cours. No, c'est super. Yes, absolutely. Go ahead and visit Marion's Instagram, the link to which is going to be down in the description below, wherever they decide to put it here, and find all the goodies. She's always posting about it in her story at the moment, and there you can find a link to the Udemy course for the TFAC. Et alors, juste pour finir, j'ai une question brûlante pour toi, Marion. Quelle est ton expression française préférée? Ah, bonne question. Moi, j'adore n'importe quoi. Ça, c'est vraiment mon expression préférée. Je l'utilise tout le temps. Vraiment pour tout et n'importe quoi. Tu vois? Comme la météo au Canada, c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses. C'est vraiment n'importe quoi. Et toi, Alex, est-ce que tu as une expression préférée? Oui, sûrement. J'en ai plein en fait, mais je dirais que celle que j'entends souvent récemment, c'est je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Ce qui veut dire vraiment I don't care, but it's more like I don't give a shit. C'est vraiment fort. Donc, n'utilise pas devant tes parents, par exemple, ou tes grands-parents ou ton patron, mais avec tes amis, c'est go wild. On s'en bat les couilles. C'est top. Exactement. Bah, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Marion? Non, merci beaucoup, Alex. C'était super. Et j'espère vous voir tous sur ma page Instagram. Merci beaucoup. Ouais. Absolutely. Go ahead and check out French with Marion sur Instagram. It will be down in the description somewhere accompanying this post. So oui, merci beaucoup encore Marion pour ton temps aujourd'hui et merci à tous d'avoir regardé. Je vous revois très bientôt sur French in Plain Sight. Au revoir. Au revoir.